Bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers and Shakers. Aujourd'hui, je suis ravie d'animer cet épisode avec Paul, partenaire chez nous. Salut Paul. Salut Aurélie. On va parler d'un sujet dont vous ne parlez sûrement presque jamais, mais qui peut faire ou défaire une entreprise industrielle, le chiffrage. On va parler de données industrielles, d'intelligence artificielle, mais aussi stratégie produit, adoption dans les usines et vision long terme. Et comme toujours, on ira au-delà des buzzwords pour comprendre ce qui se passe vraiment quand on construit une start-up au service de l'industrie. Et on va aborder ce sujet avec Michael Mamou, le cofondateur de Relief. Salut Michael. Bonjour. Relief, c'est une start-up qu'on est ravis d'accompagner depuis quelques mois. Mais avant de parler de ce joli projet, parlons de l'homme qui est derrière, des hommes qui sont derrière, parce que tu as cofondé Relief avec Jonas. C'est ça. Peux-tu nous présenter un peu qui tu es, d'où tu viens, où as-tu grandi, as-tu des frères et sœurs, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Ok, ça roule. Je m'appelle Michael Mamou, j'ai 37 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants. Je suis marié. T'as grandi où ? J'ai grandi en Île-de-France, proche banlieue parisienne. Je suis le petit dernier d'une fratrie de 3 enfants. Donc j'étais forcément le préféré. Ouais, grave. Je suis le chouchou, mais je l'assume, c'est cool. Ça donne beaucoup de confiance en soi. C'est important pour entreprendre. C'est un critère clé. Faut être le chouchou. Et j'ai attendu 15 ans avant de monter une boîte. Avant ça, j'ai fait 15 ans de salariat en conseil en strat, en VC, en opération. Des trucs dans lesquels j'étais bon, des trucs dans lesquels j'étais catastrophique. Et c'est un mix de succès et d'échecs qui te fait comprendre ce dans quoi tu es bon et ce à quoi tu aspires. Et donc j'ai pris mon mal en patience. J'ai attendu patiemment avant de me dire « Ok, c'est le bon moment, entoure-toi des bonnes personnes et c'est parti ». Et avant ça, j'ai fait une scolarité du coup en proche banlieue, passé par plusieurs établissements. Voilà. T'as toujours voulu être entrepreneur ? Tu le savais dès le départ ? Ouais, je ne l'exprimais pas forcément comme ça parce que je pense que j'osais pas d'ailleurs. Mais c'est marrant, c'est plus un truc que les gens autour de moi disaient. C'est un truc qu'on me répète depuis longtemps en fait, tu seras entrepreneur. Il se basait sur quoi pour dire ça, tu crois ? Parce que tu étais hyper volontaire, tu prenais en main plein de choses, tu prenais des initiatives. Ouais, je pense qu'il y a 2 trucs. J'ai une forme de leadership. J'ai joué au foot pendant longtemps, alors pas à très haut niveau, hein, mais j'ai toujours eu la gueule du capitaine, celui qui vient remobiliser les troupes, celui qui va inspirer les autres, et celui qui crée du lien. Ça, c'est un de mes piliers fondamentaux. Et je crois que dans l'inconscient collectif, ça se traduit souvent par des trucs comme « Tiens, tu as un profil d'entrepreneur ». Et je pense que le deuxième élément, c'est... je suis un peu un emmerdeur. J'ai horreur des carcans, j'ai horreur des schémas prédéfinis. Et du coup, je challenge un peu tout ce qu'on m'a toujours dit, la façon dont on m'a éduqué, la façon dont tes parents, tes frères et sœurs et tes potes votent. J'en ai rien à foutre et je remets tout en question tout le temps depuis très longtemps. Et je crois que, pareil, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs, de ne pas accepter le statu quo, de venir questionner derrière. Et je crois que c'est ça qui faisait dire aux gens que j'avais une gueule d'entrepreneur. Et donc, du coup, on t'a forcé à être entrepreneur malgré toi ? Ouais, c'est ça, voilà, j'en suis victime. Non, c'est juste que c'est un... En fait, c'est probablement un truc que tu as en toi et on a toujours plus de mal à avoir du recul sur soi que sur les autres. Donc, je ne l'exprimais pas comme ça, mais ça m'a éclairé. Et puis, en prenant un peu de bouteille, non pas que j'ai encore les cheveux blancs, mais en prenant un peu de bouteille, tu apprends à mieux te connaître. Et à un moment où je me suis dit, mais en fait, ça y est, mec, t'es légitime, faut y aller, mets-toi un coup de pied au cul et ça va bien se passer parce que... t'as rien à prouver à personne, tu fais ça pour toi et tu sais où tu vas, donc de toute façon, tu vas y arriver, il n'y a pas de débat. Et c'était quoi ce moment-là où ça t'a basculé ? C'est la rencontre avec ton co-founder, on va en venir à qu'est-ce que Relief et pourquoi ? Non, c'est la naissance de mon fils qui s'est fait dans des conditions chaotiques. Il aurait pu ne pas vivre et en fait, donc il est né il y a 2 ans et demi et c'était un moment exceptionnel, mais aussi un choc émotionnel et je crois que c'est le genre de moment où tu arrives à rentrer très en profondeur en termes d'introspection, en même temps prendre beaucoup de hauteur sur tout ce qui t'entoure et
Et j'étais à ce moment-là chez Bird, donc scale-up américaine, qu'on avait coté en bourse à New York. Donc ça a été une super histoire. J'ai vécu, entre guillemets, le rêve américain de la startup qui explose. Ce que je cherchais depuis longtemps aussi professionnellement, je cherchais à m'accrocher à une victoire. Et on va dire que c'était ma première grosse victoire professionnelle. Mais c'est aussi un moment dans lequel j'ai fait exploser tous les plafonds de verre que j'avais dans cette boîte, alors que pourtant je suis arrivé vraiment sur la pointe des pieds en la fermant. Et j'avais encore ce blocage qui me disait j'ai horreur de l'échec. Et du coup, je me disais non, attends un peu, t'es pas encore prêt, faut que tu t'entoures de bonnes personnes, faut que tu développes tel et tel skills. Puis en fait, tu vois, quand tu prends une énorme claque comme la naissance d'un enfant qui se passe pas comme prévu, tu dis attends, tu vas fermer ta gueule 2 secondes avec tes plans sur la comète et tu vas juste vivre dans le monde réel. Et le monde réel, il se passe jamais comme prévu. Donc si tu as foi en toi, si tu crois en toi, si tu crois en toi, tu vas juste y aller et ça va bien se passer. Et donc, tu n'as plus ce même rapport à l'échec que tu avais avant? Comment dire, il est un peu différent, mais j'ai toujours une haine absolue de l'échec, qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs de haut niveau, sauf que j'ai pas fait le sport à très haut niveau. Tu es compétitif. Mais je suis très compétitif. Et puis surtout, en fait, je me dis, quand je fais des trucs, c'est pour me marrer, c'est pour prendre du plaisir. Mais c'est comme ça, c'est au fond de moi, c'est que j'ai dit que j'allais y arriver et il n'y a pas d'alternative possible. Donc aujourd'hui, tu vois, on y reviendra, mais je bouffe Relief, je dors Relief, je rêve de ça la nuit. C'est obsessionnel et j'assume, je suis comme ça. Mais ouais, l'échec, c'est pas une option en fait. Je me suis donné un niveau d'ambition assez précis d'ailleurs et je m'y accroche tout le temps, j'y pense tout le temps. Mais si on reste un peu sur la notion d'échec, parce que je pense qu'elle est très importante dans l'entrepreneuriat, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes en France, c'est que l'échec n'est pas du tout assez valorisé. Tu as l'échec Tony Truant, et on en parle d'ailleurs dans d'autres séries de podcasts, mais ok, c'est la fin de l'aventure, et après tu as tous les mini-échecs qui te font avancer, qui te font apprendre, et l'entrepreneuriat c'est l'itération. Et donc comment tu arrives à vivre avec cette aversion pour l'échec, et pourtant tu en as besoin pour avancer et grandir? Je crois que ma femme m'aide énormément. J'ai la haine absolue de l'échec et en même temps, elle m'aide à réaliser des trucs qui probablement paraissent évidents aux communs des mortels, mais ça l'est pas forcément pour moi. C'est que, tu vois, si je prends un tout petit peu de hauteur, je me dis mais ça pourrait s'arrêter demain. J'ai appris tellement de trucs depuis. Enfin, c'est hallucinant. J'en ai des frissons rien qu'à en parler. J'ai grandi en tant que personne. Dans la capacité à gérer mes émotions, la capacité à cadrer des gens plus jeunes qu'on recrute et qui ont besoin de support, qui ont besoin de vision, qui ont besoin de leadership et les prendre par la main et les faire grandir. T'apprends énormément et donc effectivement, tu vois, on n'est pas en train de sauver des vies, donc même si on devait se planter demain, en fait, putain, c'est déjà une énorme victoire. Mais je crois que j'ai aussi le truc à côté. Je suis quelqu'un d'absolutiste, très idéaliste et ça fait que... je sais pas, je me suis donné une mission, c'est comme ça, c'est probablement un peu ridicule, mais je l'ai au fond de moi et ça bougera pas. Et la première image qui me vient, c'est pareil. Pendant 10 ans, je me levais à 6h du mat, le samedi matin, après avoir bossé très dur toute la semaine, pour aller jouer au foot sous la pluie dans des pelouses au fin fond de l'Île-de-France. J'en avais rien à foutre, en fait. Les autres, ils faisaient la gueule. Ah, il fait froid. Je disais, mais fermez-la. Je les prenais par la main et je leur disais, vas-y, on va se bagarrer. Et c'est comme ça, c'est juste pas négociable. Et donc c'est pareil pour la boîte, c'est pareil pour la façon dont j'éduque mes enfants. Je suis assez absolutiste dans tout ce que je fais en fait. Couper. Et alors attends, est-ce que Paul t'a fini Ouais, t'as eu ta réponse? Sur ce sujet, c'est bon. Le mec est un martien, lâchez-le ici. Et donc parle-nous un petit peu de comment a démarré, parce qu'en fait c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Et ça donne envie, déjà en quelques mois, tout ce que ça t'apporte, l'entrepreneuriat. Ouais. C'est arrivé, donc comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de monter Relief? Parce que vous venez quand même pas du secteur. Ouais, c'est clair. Et comment c'est arrivé cette histoire? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la volonté d'entreprendre. La deuxième, c'est qui sont les personnes avec qui j'ai envie de faire ça. Et la troisième, c'est effectivement la gueule du problème que tu veux résoudre. Sur le premier point, c'est un long chemin. Et en fait, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est un pote qui vient à la maison boire une bière et m'offrir un cadeau pour la naissance de mon fils. C'est un mec qui avait monté une boîte et qui était en train de remonter une deuxième. Et il me dit, tiens, je fais ça avec un incubateur, un startup studio qui s'appelle OSS Ventures.
Et ils m'en parlent et je me dis, ça me chauffe, tu peux me mettre en relation avec eux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré OSS, on a pris la décision de monter une boîte ensemble. Mais vous n'aviez pas l'idée? Non. OSS est spécialisé sur la verticale industrielle. C'est leur savoir-faire, mais c'est très, très vaste, le monde industriel. Et du coup, tu as eu ce premier élément déclencheur où j'ai rencontré le mec qui a monté OSS, Renan, qui est board member aujourd'hui comme Paul. Et on a passé quelques heures ensemble. Et on s'est dit, OK, je crois qu'on a envie de monter une boîte ensemble. Je suis rentré chez moi. J'étais en train de démissionner de chez Bird et je m'étais promis de prendre 6 mois de repos. Forcément, je l'ai déjà entendu quelque part, celle-là, avant de reprendre un boulot ou de monter une boîte. Et en fait, non, du coup, j'ai juste fait un petit voyage en Uruguay chez ma belle famille. Et puis, je suis rentré, c'était parti. Et ensuite, sur comment on est venu sur Relief, là, pour le coup, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de... faut bouffer du contenu. Et donc, je me suis enfermé dans un phone booth. J'ai fait tourner un petit robot sur LinkedIn pour ajouter des patrons de PME industriels et leur poser des questions, les interviewer sur leurs problèmes, ce qui les empêche de dormir, quels sont les enjeux fondamentaux, des trucs qu'on ne trouve pas dans les études McKinsey, tu vois, mais pour avoir vraiment du contenu. Ouais. Et en gros, j'ai fait 300 interviews sur une période de 2 mois et quelques. Et je suis ressorti de ma phone boost 2 mois après, en m'étirant. Et en fait, un des 3 trucs qui empêchent les patrons de PME industriels de dormir, c'est le chiffrage. C'est le genre de truc qui peut les envoyer dans le mur s'ils se trompent 2 fois de suite. Et je me suis dit, OK, je crois que là, il y a un terrain de jeu qui est suffisamment large pour matcher mon niveau d'ambition. Il y a un sujet qui est suffisamment grave pour que le côté... systémique et niveau d'exigence match avec les valeurs profondes que j'ai en moi et mon mode de fonctionnement. Et je me suis dit, OK, je crois que là, ça fit vraiment, donc on va y aller. Et ensuite, de fil en aiguille, il y a 2-3 fous furieux sur LinkedIn qui m'ont dit, c'est intéressant, bonhomme, ce que tu fais, je veux bien te donner un peu de mon temps, et puis si tu y arrives, c'est génial. Puis ça a démarré comme ça, puis un jour, ils ont signé un contrat. Génial. Voilà. Okay. Et Jonas, la rencontre, c'était C'était 6 mois après, okay. Mais on était toujours dans les prémices de la user research, tu vois. Jonas, il est arrivé quand j'avais plein d'idées, on avait commencé à faire des écrans qu'on montrait à nos futurs clients, mais là il fallait construire un produit, il fallait le build, et Jonas il est arrivé, il a regardé le truc, mais ouais c'est chaud, mais ça va le faire. Et une semaine après, on avait un truc qui ressemblait à un MVP qu'on a mis entre les mains des futurs clients. Et parce que tu viens quand même pas du tout du monde industriel, qui est un monde, enfin, du prisme écosystème startup, un monde un peu intouchable, où beaucoup de personnes se sont cassées les dents, assez peu digital native, peur du changement. C'est le savoir-faire d'OSS, mais est-ce que tu t'es pas dit que tu allais quand même t'enfermer dans une industrie qui est très difficile et que finalement ton savoir-faire, tu vois, chez Bird, dans les opérations, tu étais plutôt avec un ADN B2C au départ. Qu'est-ce qui t'a convaincu que finalement le jeu en valait la chandelle? Si je reviens à mon mode de fonctionnement, j'avais un poste de GM dans une scale-up chinoise avant Bird. Quand j'ai rejoint Bird, j'ai fait un downgrade, j'ai pris un job en Ops parce que je me suis dit, mais putain, comment je vais être un bon GM si j'ai jamais fait d'Ops? Et du coup, j'aime passer par la difficulté et me dire, OK, en fait, on va se mettre dans le dur et c'est ça qui va te faire progresser en tant que personne, en tant que dirigeant, etc. Là, c'était un peu pareil. Si tu veux, j'ai vécu une super aventure, j'ai occupé des super postes très sexy, etc. Mais en fait, si je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est quoi les trucs que tu sais faire? On t'a appris à réfléchir plus vite que l'immense majorité des gens qui t'entourent. OK, mais c'est quoi tes hard skills? Est-ce que tu as un domaine de prédilection? Est-ce que tu es domaine knowledge? Non, pas du tout. Et je me suis dit, en fait, j'ai des assets qui vont me permettre de pénétrer des mondes compliqués plus vite que les autres. Ça va être plus facile pour moi. Et du coup, je me suis dit, l'industrie, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ouais. Est-ce que c'est sexy? Non. Génial, bonne nouvelle. Il y a moins de mecs qui ont fait Polytechnique qui vont regarder ce qui se passe là-dedans. Ils vont préférer bosser dans le luxe. Enfin, ça a l'air plus kiffant pour l'immense majorité des gens. Et je me suis dit, génial, ça risque d'être un poil moins concurrentiel, donc ça me donne plus de temps. Et ouais, la barre, elle est haute, mais génial, ça match mon mode de fonctionnement. Donc go, et oui, c'est pas digital native, c'est très dur, mais pareil, j'avais très, très, très envie. Et il y a un moment où tu fais sauter toutes les digues et tu y vas, quoi.
Et donc, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le chiffrage ? Qu'est-ce que... Waouh. Ça paraît si facile à comprendre, mais qu'est-ce que c'est et comment, du coup, vous venez aider ces patrons de PME et à les faire mieux dormir la nuit ? Ouais. Si tu dis à un gamin de 10 ou 12 ans, hey, je fais une boîte dans le chiffrage technique, je pense qu'il s'en va en courant, il te laisse même pas finir la phrase, il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. En fait, c'est un sujet super important. On vit une époque où on remet un tout petit peu en cause les frontières de la façon dont on a vu le monde se construire quand on est de ma génération, à savoir la mondialisation, un monde sans guerre, etc. Aujourd'hui, il y a des enjeux de défense, il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux fondamentaux qu'on avait un peu moins pressentis quand on a grandi comme moi je l'ai fait. Et en fait, tu vois, le chiffrage, par exemple, c'est un des trucs qui fait que tu as le droit de jouer ou pas. Quand tu chiffres, quand tu réponds à un devis, il faut répondre très très vite, c'est très exigeant en termes de vélocité. Il faut répondre de façon très très précise, c'est très exigeant en termes d'accuracy. Et en fait, si tu le fais à l'ancienne, à la mano, sans intelligence additionnelle, sans outils du 21e siècle, t'es mort, t'as aucune chance. Donc le chiffrage, c'est la capacité à estimer tes coûts de revient quand ton donneur d'ordre te demande de produire un truc. Historiquement, dans les entreprises industrielles, ça se fait avec des experts, des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont tout dans leur tête, ont souvent construit des énormes Excel propriétaires, sources d'erreurs, etc. Et nous, on vient, si tu veux, digitaliser tout ça, utiliser l'intelligence artificielle, on y reviendra. Mais ce qu'on fait fondamentalement, c'est prendre le savoir-faire de la tête des experts et le cartographier pour le rentrer dans un logiciel. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, in fine, la valeur, on reviendra sur la valeur, mais l'enjeu du chiffrage, voilà, c'est de la vélocité, de la précision, et c'est ce qu'on vient apporter. Dans n'importe quelle industrie ? Désolée, mais... Ouais, n'importe. Ouais. Ah oui, N'importe. d'accord. Vous n'êtes pas spécialisé parce que j'imagine que c'est pas les mêmes. Je sais pas. C'est pas la même façon de faire des devis, Ouais. des chiffrages. Ouais, mais c'est une excellente question. C'est une question hyper intuitive. Effectivement, on aurait pu prendre pareil le chemin facile de dire on va faire un truc pour je sais pas, même pas l'industrie, pour les gens qui organisent des fêtes de mariage, ils ont aussi besoin de faire des devis, si tu veux, de chiffrer leurs prestats. Mais ça, je pense que c'est facile et que globalement, dans 2 ans, le gars qui organise des mariages, qui en 2 secondes avec un cloud code, il se fait son service et il paye pas €1 pour. Donc on a pris la face nord. On a commencé par les industries compliquées. Donc d'une industrie à l'autre, c'est pas les mêmes moteurs de chiffrage, c'est pas répétable. Et c'est pas des gens qui nativement sauront le faire. Donc on a voulu avoir une approche agnostique, donc qui s'adapte à tout. On pourrait faire un truc pour les gens qui organisent des mariages, mais on a construit une architecture de données et un système qui s'adapte à toutes les industries. En commençant quand même par l'industrie de précision, où quand tu reçois un devis, c'est dû à façon, et donc tu ne sais pas exactement calculer tes coûts de revient. Tu ne vas pas aller chercher des industriels qui font des vis à l'appel et qui ont en fait un catalogue assez restreint de SKU. Oui, absolument. On a commencé par le plus dur, à savoir ce qu'on va appeler les industries de projet. Donc, comme tu disais, à façon, les gens qui ne produisent jamais exactement la même chose, dont le design leur est souvent imposé par le donneur d'ordre. Donc, ça marche très bien, par exemple, pour les fournisseurs aéronautiques. Et eux, ils reçoivent des designs et ils se grattent la tête, ils impriment le truc, ils disent putain, comment je vais produire ça, combien ça va me coûter, je vais faire des hypothèses. Et c'est très compliqué, ça coûte très cher. Et c'est pas digitalisé. Et en t'écoutant, là, on se dit, en fait, tu as des gens qui savent le faire. Et toi, tu mets juste un software pour remplacer ces gens-là. Donc, est-ce que tu vas vraiment faire gagner quelque chose à ton client ? Ouais. Sur la thèse de l'IA va remplacer les bonhommes, j'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire l'abstraction du human in the loop, du contrôle humain. En particulier sur des sujets aussi sensibles que le chiffrage. Concrètement, ce qu'on va leur apporter, c'est on a un framework de valeurs et on exprime le ROI à travers 5 KPI, si tu veux, chez nous. Mais à la fin, on se dit, est-ce qu'on arrive à faire 10 fois mieux que leur process existant ? Et ce 10 fois mieux, dans des KPI plus bas niveau, il va se traduire par ton taux de conversion. Par exemple, certains clients qu'on adresse ont un besoin absolu de répondre à leur donneur d'ordre dans les 48 heures. Si tu ne réponds pas dans les 48 heures, tu es éliminé, c'est très concurrentiel, etc. En moyenne, ils répondent à 80% post 48 heures. Donc, ils laissent 80% du business sur la table. C'est des vrais stats, d'un de nos clients. Notre promesse, c'est de dire, en fait, ça, c'est fini, mon grand. Maintenant, tu vas répondre à 100% de tes demandes.
same day. Et donc, tu leur offres un terrain de jeu gigantesque. Et donc, ça a un impact immédiat sur le taux de conversion, du coup sur la top line et sur la bottom line. Et donc, systématiquement, avec tous nos clients, notre promesse, c'est un impact à au moins 6 chiffres sur la marge, sur les l'EBITDA. Et on analyse ça à travers 4 ou 5 KPIs. Et t'as commencé en faisant plein d'expert calls, T300. Comment tu vas voir tes clients? Là, tu as un début de produit. Comment tu arrives à les convaincre de travailler avec toi, de vous faire confiance? Parce que c'est stratégique. Et puis, si tu te plantes dans ta proposition de valeur, ça a un impact direct pour eux. Et tu as quand même une personne qui valide à un moment donné vos prédictions. Oui, bien sûr. Donc, ça ne repose pas que sur vous. Ah non. on est un facilitateur. Elle est assez fondamentale, la question. Si tu veux bien, je la découpe en deux. Il y a un, comment on fait pour convaincre des clients, et deux, pardon, j'ai complètement oublié la deuxième partie de la question. et deux, comment tu vas le trouver, et derrière, comment tu le convaincs de travailler avec toi. Ok, effectivement. Sur le comment tu vas le trouver, il y a une question de strat absolument fondamentale et qui nécessite de la maturité. Si tu prends un peu de hauteur sur ce qu'on fait, tu vas trouver des clients à qui tu dis « Hey, je vais t'automatiser tes devis », je pense que c'est pas très compliqué. Mais trouver des clients qui seront encore là dans 4 ans et qui sont prêts à payer cher pour, c'est là qu'il y a un élément stratégique. Et donc, on se force à mettre la barre très très haut sur qui est notre vrai ICP, à qui on va vraiment délivrer de la valeur. Je reviens sur l'exemple du gars qui organise des mariages. Je pense qu'on peut en signer 4 ou 5, mais dans 2 ans, c'est plus nos clients et ils auront payé 10 fois moins que ce que sont prêts à payer nos clients actuels. Donc, il y a un vrai effort de stratégisation de qui est notre ICP, qui a le pain point suffisamment intense pour vouloir réellement mettre sous contrôle le sujet. Ensuite, sur comment on les convainc, on a une méthode qui est assez standard, je pense, et qu'on a un poil personnalisé. C'est en fait, on prend vraiment le temps dans notre cycle de vente d'écouter nos clients, de comprendre les pain points. Donc, comme c'est très très segmenté, on a quand même énormément de répétabilité et on comprend très très bien en amont la nature de leurs problèmes. Mais ensuite, on vient vraiment récolter le contenu chez eux et ensuite, on leur fait la démonstration qu'on va réussir. Et donc, dans un software, c'est effectivement une démo et on fait ça de façon personnalisée. Donc, on fait des démos personnalisées. On se rend physiquement chez notre client avant de s'engager contractuellement. On va voir leur usine, ce qui est aussi un énorme signal de confiance et qui, en termes de personnalité, match très bien les attentes des gens dans le monde industriel qui sont habitués au visio, mais qui aiment bien aussi le contact humain. Donc en fait, si tu veux, la synthèse, c'est on comprend qui sont nos clients et on adapte notre mode de fonctionnement à eux. Ça a dû être quand même un gros changement de passer de la scale-up, des codes un peu de la start-up et au PME, au patron de PME, plus réticent, plus, comme disait pas, digital native. C'est quoi un peu les freins? Est-ce que le fait que tu touches à leurs données, que tu touches un peu à des savoir-faire ou des expertises, ça leur fait peur? Et comment tu gères ça? Toi, peut-être avec ton expérience aussi, tu arrives à les rassurer Ouais, c'est une excellente question. En fait, je pars du principe que notre terrain de jeu, c'est pas 100% des gens qui ont ce problème. Notre terrain de jeu, c'est les gens chez qui, la souffrance est tellement grande qu'ils sont quand même prêts à beaucoup de choses pour résoudre ce truc-là qui est critique. Et 2, des gens qui comprennent, on va dire, les fondamentaux de ce qu'on fait. Donc, on ne veut pas de gourou de l'IA, mais on veut des gens qui voient bien que la technologie va réussir à leur apporter un certain nombre de choses. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Ensuite, évidemment qu'il y a des gens, notamment on adresse des fournisseurs, pas encore dans la défense, mais dans l'aéronautique. Donc peut-être un enjeu sur la cybersécurité, le contrôle des données qui est quand même très fort. Donc on met en place un certain nombre de choses, des normes ISO, etc. Et ensuite, il y a l'attitude, la qualité des process qu'on construit avec eux. Donc qu'est-ce qu'on fait de leurs données des éléments de réassurance sur comment on arrive à transformer de la donnée brute dans de la donnée exploitable pour des logiques d'automatisation. Et en fait, c'est comme tout, c'est comme dans une relation amoureuse, c'est comme partout ailleurs. Dès que tu montres patte blanche, entre guillemets, tu es davantage ouvert à... la personne en face s'ouvre. Et donc, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Donc, on est très sérieux sur les enjeux cyber. 2, on leur montre qu'on est meilleur que tous les gens qu'ils ont rencontrés dans leur vie pour manipuler leurs données. Et 3, on raconte pas de salade sur à quel rythme on arrive à délivrer la valeur. Et on leur montre des trucs hyper concrets. Et donc là, ça fait moins d'1 an que vous êtes en prod avec des clients.
Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la valeur de Relief? La valeur qu'on apporte à nos clients? Ouais. La valeur qu'on apporte aux industriels, c'est de dire, tu as un outil industriel pour produire 20, aujourd'hui tu fais 10 et ton goulot d'étranglement, c'est le chiffrage. Grâce à nous, demain tu vas produire pour 20. On fait sauter toutes les digues pour les aider à exploiter à 100% leur outil industriel. Nos clients sont des gens qui ont pour goulot d'étranglement le chiffrage parce que ça nécessite des compétences très rares. Et donc la valeur, c'est de dire, on te débloque ton potentiel de croissance et tu vas l'exploiter au maximum. Et ça marche déjà. En moins d'un an. Et ça a marché. Ouais. Enfin, C'était ça. Et là, vous êtes combien? On sera 20 à la fin du mois prochain, répartis à 40% en tech, 40% en sales et 20% en ops. Ouais, on a un produit qui est très exigeant, donc on investit un peu en tech. Et en sales, on a une traction qui est assez phénoménale, plus importante que prévu d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on se permet d'accélérer aussi sur ce plan-là. Il y a quand même, j'aimerais bien revenir parce que tout ça semble magique et c'était juste ma question précédente. Il y a une énorme complexité à comprendre la donnée de ton client, à y avoir accès, ça t'y a répondu, mais derrière à comprendre parce que c'est leur fonctionnement, c'est dans la tête de leur deviseur, c'est de l'expérience passée sur les 10-20 dernières années de l'industriel. Comment tu arrives à intégrer et à onboarder cette complexité dans le produit? Ouais. Y a un principe fondamental qui est la décomposition canonique. Donc l'hypothèse de base, des grands mots. On n'a dit pas de buzzword. Ouais. Non, non c'est pas buzzword. Personne ne parle de... Ouais. Non, c'est clair. La décomposition canonique. Ouais. En fait, le principe, il est simple, c'est est-ce que tu fais du Lego? Bah, nous aussi, on va savoir faire du Lego. Ce que tu produis, le truc que tu produis, à l'échelle de ton devis, est-ce que ça se coupe en petits morceaux? En sous-ensemble? Ouais, ok. Et tes sous-ensembles, est-ce qu'ils se coupent eux aussi en petits morceaux? Ouais. Eh bien, on vient granulariser tout ça. Pour produire ce verre, en fait, les mecs qui ont produit ce verre, ils ont acheté du verre. Puis, ils ont une machine qui va couper le verre. Puis, ils ont une machine qui va faire en sorte que quand je mets mon doigt ici, je me brise pas le doigt. Donc, ils vont lisser. Et donc, en fait, tu as du temps de machine, du temps de bonhomme et de la matière première. Et en fait, quand tu as compris ça, tu sais comprendre n'importe quel métier industriel puisque tu mets des coups de ciseaux, tu fais du Lego, tu déconstruis des Lego, tu fais de la fameuse décomposition canonique. Et quand tu fais ça, tu sais appréhender n'importe quelle complexité. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais faire à mes équipes Ops intellectuellement, et c'est comme ça qu'est organisée l'architecture de données au sein de Relief. Là, il y a rien à dire. Non, mais tu viens de vendre la secret sauce de Relief, c'est parfait. Et Paul, est-ce que tu peux nous raconter avant de terminer et d'avancer un peu comment s'est passée la rencontre et vous, nous, Daphne en tout cas, en quoi on a été convaincus? La rencontre, c'est simple, hein, on utilise aussi des données et des algos qui tournent pour que quand il y a aussi des profils comme ceux de Mika qui potentiellement se lancent dans l'entrepreneuriat, on le voit. Et donc, je crois que c'est Jonas chez nous qui t'a contacté sur LinkedIn pour savoir quel était ton prochain projet. Et après, du coup, après la rencontre, et donc le pitch de Mika et Jonas côté Relief qui nous expose le problème. En fait, l'analyse d'investissement, elle est assez simple. C'est qu'il y a un gros problème. Et ça, tu le valides en parlant avec les industriels. Mais il y a aussi, et surtout, un time to market qui est vraiment intéressant, qui est l'accès à la technologie et la commoditisation de l'IA pour justement comprendre ces données et en fait pouvoir automatiser l'imbrication des Lego, qui n'était pas forcément faisable il y a quelques années. Et surtout, le point le plus important pour nous, c'est que tu as un énorme changement de culture dans le monde industriel qui a été très peu digitalisé par le passé. Mais où il y a un changement générationnel d'ici 2030 qui est en train d'arriver, qui va toucher une majorité des TPE, PME industrielles françaises et européennes, et que c'est ce changement générationnel-là qui va faire que ces personnes vont être plus ouvertes au changement. Et donc, quand Mika, tu disais, en fait, on s'adresse à des personnes qui comprennent la technologie, qui comprennent ce que ça peut leur apporter.
c'est en train d'arriver et donc c'est en train de s'ouvrir. Et donc c'est le bon moment pour une start-up IA et avec tous les besoins ce que tu veux, pour adresser ce marché qui n'a pas été touché, qui est pourtant gigantesque et qui va résoudre un problème de souveraineté et de tissu industriel européen qui est pour nous super important. Merci Paul. Avant de terminer, est-ce que tu veux nous parler un peu de la vision, le futur? Là, vous êtes en France actuellement. C'est qu'une première brique. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Est-ce qu'il y a des recrutements? Est-ce que tu veux passer des messages? Ouais. On est aux prémices de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est rigolo, hein. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais dans ce qu'on fait. On va relativement vite si je regarde les benchmarks autour de moi, mais on n'a rien fait. C'est-à-dire que le problème qu'on adresse, il est, si je prends un peu de hauteur, il est quand même beaucoup plus fondamental que ça. Le chiffrage, c'est crucial, mais en fait, prends un peu de hauteur, tu dézoomes sur le monde industriel et tu dis, mais un industriel, il a investi dans quoi? Il a investi dans son outil de production et rien d'autre. Il y a un sous-investissement dans les process non directement industriels dans l'industrie. Ce que ça veut dire, c'est que, je sais pas moi, le CRM qui a pénétré le monde entier, ça n'a pas encore vraiment pénétré le monde industriel pour des raisons sur lesquelles c'est pas la peine de revenir en détail, mais il y a un enjeu à mettre entre les mains des industriels un système avec de l'intelligence pour les aider à capitaliser sur leur potentiel commercial. Et c'est ça notre vision de long terme. Et on commence par le chiffrage parce que c'est par là qu'il faut commencer, c'est le plus crucial, mais notre vision, c'est de créer l'operating system qui fait exploser les digues sur le potentiel commercial de nos clients. Donc c'est ça la vision et c'est ce qu'on va exécuter de façon militaire étape par étape. Aujourd'hui, on est en France. On vise quelques centaines de clients dans les prochains mois. On aura probablement envie d'aller tester un ou deux marchés européens, mais ce n'est pas la priorité absolue. Ça se fera chaque chose en son temps. Dès qu'on arrivera à scaler complètement en France, la prochaine prio, ce sera de faire exactement ce qu'on fait sur les marchés européens. Et puis en parallèle, de commencer à décliner notre vision sur, au-delà du chiffrage, sur comment tu exploites au mieux le potentiel commercial des acteurs industriels. Et oui, l'enjeu, c'est de faire ça à l'échelle mondiale. Pour faire ça, effectivement, on recrute. Là, on a quand même finalisé la majorité des recrutements pour ce batch-là, mais globalement, on aura toujours besoin de profils en ops, donc des gens qui ont un fort intérêt pour la complexité intellectuelle, des gens qui ne veulent pas s'ennuyer, qui veulent faire tourner leur cerveau sur des trucs compliqués. Bienvenue, venez bosser chez nous. Des gens qui aiment le contact aussi, parce que tu es quand même client-facing, c'est très exigeant. Puis des devs qui bossent sur tous les nouveaux sujets qui nous occupent. Notre techno, c'est beaucoup d'IA, donc data scientist, dev. Et puis commercialement, pareil, si vous voulez vendre des softwares compliqués à des gens très exigeants et très bien gagner votre vie parce que vous excellez, welcome on board. Génial, j'adore. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de terminer, on pourrait, c'est très clair, tu étais hyper clair dans tout ce que tu dis. En fait, il n'y a même pas besoin de relancer parce que tout a été abordé. On aurait aimé aller un peu plus dans le détail exactement du produit, mais ça, à la limite, je laisse les clients, les futurs PME t'appeler directement. Est-ce que avant de Relief App, le site. reliefapp.ai. Exactement. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner quand même, dans cette vie de dingue d'entrepreneur, nous donner un bouquin qui t'a inspiré dernièrement ou quelque chose que tu as lu pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Ou un podcast que tu as écouté? Non, bouquin, on va rester sur le bouquin. Le voyage de Siddhartha. C'est un roman initiatique dont la leçon majeure, sans spoiler, c'est faire confiance au process. La vie, c'est une succession d'étapes dans lesquelles tu apprends des trucs. Et la perfection, ça n'existe pas. Bon, pour moi, ça a été une thérapie, hein, le bouquin, tu as bien compris. Mais ça permet aussi de faire redescendre la pression et de se dire, OK, garde ton cap et juste fais confiance au process. Avance, tu vas prendre des claques dans la gueule.
tu vas prendre des leçons, mais chaque seconde qui passe, c'est une mine d'or. Tu prends du contenu, etc. Et c'est un bouquin passionnant à la portée même de début d'ado. Donc si vous avez des gamins ados, faites-leur lire. Et si vous-même vous cherchez ce type de contenu, c'est génial. Trop bien. Est-ce que tu as un tips pour déconnecter, pour justement te retrouver après en famille? Comment tu fais pour oublier Elif? Ouf. Il y a eu Gabi Kram, pareil, mais c'est un truc d'excité, ça encore. C'est des séances de sport. Très chaud. Ouais, 40 degrés, 40% d'humidité pendant 1h30. Mais au moins, tu ressors, tu marches sur une guimauve et t'as plus aucune tension dans le corps et dans la tête. Et t'as pas pu mettre ton téléphone aussi, t'as pas pu ouais, c'est ça. Et enfin, le plus beau coin de France, selon toi, où est-ce que t'aimes aller te reconnecter aussi? J'aurais une infinité de réponses, mais pour les parigots, parce qu'on ne peut pas tous les jours sortir de Paris si on est parisien, le canal Saint-Martin, il y a des coins très connus. Et de l'autre côté, il y a un truc qui s'appelle le canal de l'Ourcq, qui est un poil moins exploité. Et si vous marchez un peu, là on arrive vers des trucs moins sexy sur le papier, des banlieues comme Bondy, etc. Mais restez sur le canal. Et en fait, il y a des marches sublimes à faire, exploitables en vélo aussi. Et c'est un rêve pour déconnecter. Génial, c'est à côté. Merci beaucoup. C'est parfait, tu ne nous as pas envoyé trop loin. On ne prend pas l'avion, on ne prend pas le train. C'est nickel. Bon, merci beaucoup, Mickaël. Merci Paul pour ces échanges. C'était super. Comme vous avez compris, le chiffrage, ce n'est pas qu'un sujet de devis. C'est un sujet de transmission, de savoir-faire, d'expertise, de rentabilité et de pérennité pour l'industrie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Mickaël, Mamou sur LinkedIn, ou Jonas aussi, qu'on embrasse aussi, Jonas Lévy, à qui on dit qu'on salue plutôt. Je peux pas dire ça. Non. Il est très bisou, Jonas, on peut l'embrasser. Voilà, allez, on vous laisse. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis encore merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Salut, à merci. Bientôt.